Alors, bonjour à tous. Alors, c'est moi, Dave Atkinson, qui ai eu le plaisir de travailler pendant quelques années sur ce dossier de la diversité des expressions culturelles. Alors, je remercie immédiatement Véronique de m'avoir invité pour revenir discuter avec vous de ces enjeux et de me permettre de voir l'évolution également qu'il y a eu de cette convention-là depuis que j'ai dû m'en éloigner. Immédiatement, le rôle d'un animateur, c'est de faire la circulation et les communications. Alors, je vais demander aux panélistes, on m'a dit que peut-être qu'une dizaine de minutes par panéliste pourrait être intéressant pour permettre des échanges. Maintenant, je sais aussi que parfois, quand on a des panélistes qui font leur intervention, immédiatement après, il peut être intéressant pour des gens qui ont vraiment besoin d'intervenir immédiatement et de réagir, de le faire. Si vous avez des interventions après les interventions de chacun des panélistes, je vais vous demander s'il y a vraiment quelque chose qui doit être soulevé immédiatement, de le faire, plutôt que d'attendre à la toute fin. Mais si ça peut attendre, à ce moment-là, on fera un tour d'horizon à la fin des questions pour l'ensemble des panélistes. Alors, immédiatement, je vais demander pour ce premier panel, où il est question du deuxième rapport de la Convention, je vais demander à Mme Clich, Danielle Clich, la secrétaire de la Convention, de vous faire sa présentation sur le lancement, le contenu justement de ce rapport. Alors, Danielle, à vous. Merci. C'est bon? Oui. Merci. Je me déplace ici parce qu'il y avait trop de choses avec ça, mon présentation. C'est plus facile ici. Bon, c'est vraiment un grand honneur d'être ici parmi vous dans cette magnifique maison de littérature dans la ville créative de l'UNESCO sur la littérature. C'est vraiment un grand honneur. C'est magnifique. Je ne sais pas comment on peut se concentrer dans cet endroit ici, vraiment. Je voudrais aussi remercier Véronique Gavremont, elle est chaire de l'UNESCO. C'est le premier chaire de l'UNESCO sur la diversité des expressions culturelles. Et c'est grâce à elle et tout son engagement depuis le début de la Convention qu'on arrive aujourd'hui avec un chaire qui fonctionne dans une façon fantastique, avec des étudiants qui sont vraiment engagés. Il y a quelques-uns qui ont travaillé au secrétariat à Paris, qu'on a bien apprécié aussi. Et je suis vraiment honorée d'être là pour ce double lancement, parce que le rapport, le travail qui a été fait par Véronique et son équipe, est vraiment un premier et un travail très important pour le secrétariat et pour fournir des idées dans le débat mondial sur la diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique. Je voudrais aussi remercier le directeur de la Maison de la littérature, M. Lemieux, et enfin, mais au tout début, je voudrais saluer le professeur Yvan Bernier, le père fondeur de la Convention. Si c'était pas lui qui a vraiment fait l'initiative qui a piranné la Convention, on ne sera pas tous ici aujourd'hui. Et aussi avec Dave Atkinson qui a travaillé dans l'équipe des négociateurs québécois, qui a fait aussi un travail extraordinaire pour arriver à la convention que nous avons aujourd'hui. Bon, merci. Bon, c'est moi qui fais ça. OK. Bon, la première question, c'est que pourquoi un rapport mondial? On est là dans une maison de littérature, on a des livres partout, on ne peut pas lire tous, alors pourquoi un autre rapport, un autre livre parmi tous les autres? Ce travail de suivi, de voir qu'est-ce que c'est l'impact de la Convention sur la diversité des expressions culturelles, c'est quelque chose de très important, pas seulement pour l'UNESCO, mais aussi pour tous les États membres. Il y a 146
parties qui sont ratifiées la Convention aujourd'hui. 145 pays et l'Union européenne, qui est un premier. C'était important de savoir qu'est-ce qui est fait après la publication d'un papier qui s'appelle la Convention, avec plein d'idées, avec plein d'espoir. Est-ce que nous avons réussi à faire des avances sur la mise en œuvre de cette Convention? Alors, c'est pour ça qu'on a eu l'idée de faire ce rapport mondial. Aussi d'assurer une sorte de transparence dans la mise en œuvre de cette loi internationale et aussi dans le nouveau monde global, mondial, de voir qu'est-ce que c'est la relation entre la Convention, ses objectifs et les objectifs de développement durable, l'agenda 2030. Alors, la deuxième question, après pourquoi, c'est comment. Comment faire un rapport mondial? Et ça, c'est le deuxième rapport mondial que nous avons publié. Comment? Alors, il faut établir des objectifs pour évaluer l'impact. Alors, nous avons regardé les objectifs de la Convention et on a prioritisé 4 grands objectifs. Ça veut dire de soutenir les systèmes de gouvernance durable pour la culture. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, c'est de parvenir à un échange équilibré des biens et services culturels. C'est un des premiers points de départ de la Convention. Et pour assurer la mobilité des artistes et des professionnels qui travaillent dans le secteur de la culture, qui est un grand thème aujourd'hui. Le troisième objectif, c'est comment on peut arriver à mettre au cœur des plans de développement les objectifs culturels. Et le quatrième objectif, qui peut être aussi le premier objectif, c'est de promouvoir les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Alors ça, c'est les objectifs que nous avons décidé d'étudier l'impact de la Convention. Alors, le rapport était écrit par des auteurs indépendants, y compris Véronique et Octavio et Lydia, qui sont avec nous aujourd'hui. Et c'est basé sur les rapports périodiques. C'est un mot qui est un peu large, général. Qu'est-ce que ça veut dire, des rapports périodiques? C'est des obligations de toutes les parties de la Convention qui doivent soumettre chaque 4 années un rapport. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la mise en œuvre de la Convention? Alors, l'information dans le rapport mondial, c'est basé premièrement sur ça, mais pas juste sur les rapports périodiques, aussi sur des sources indépendantes et sur les contributions de la société civile. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Alors, si on regarde le premier objectif, c'est de soutenir des systèmes de gouvernance durable de la culture. On a vu que de plus en plus, il y a les parties, les pays à travers le monde qui ont reconnaître l'économie culturelle de plus en plus dans l'environnement numérique. On a vu qu'il y a une augmentation de 16% de revenus numériques dans l'industrie de la musique entre la période 2015-2016. Octavio, je suis sûre, va parler un peu plus de ça plus tôt parce que c'est ces résultats qui sont publiés dans le rapport. Mais comme je suis sûre que vous savez tous qu'il y a beaucoup de défis dans ces questions de gouvernance. Et une des premières, c'est la rémunération injuste pour les créateurs dans l'environnement numérique et la concentration de marché sur des immenses plateformes et les nouveaux monopoles d'intelligence artificielle. Ça, c'est les défis que tous les partis, tous les pays ont signalés, qui sont les défis pour eux pour atteindre
l'objectif sur le système de gouvernance durable de la culture. Sur la question du deuxième objectif au cœur de la Convention, on voit qu'au niveau mondial, il y a des tendances, des succès, où il y a un meilleur accès aux marchés internationaux pour les pays du Sud. Ça, c'est quelque chose que les partis du Sud ont rapporté dans leur rapport périodique. Mais, comme Lydia va nous raconter plus tard, c'est que les statistiques montrent qu'il y a un déséquilibre entre les échanges de biens et services culturels mondiaux. Il y a des exemples qui sont présentés des études du cas dans le rapport global. C'est, comme on appelle ça, les bonnes pratiques qui sont présentées un peu partout pour montrer ou pour inspirer les autres pays comment mettre en œuvre la Convention et ses objectifs. Et pour cet objectif qui est présenté dans le rapport, c'est le cas d'une plateforme qui s'appelle Retina Latina en Amérique du Sud, qui est financée par le Fonds international sur la diversité culturelle. C'est une plateforme publique numérique pour la diffusion du cinéma latino-américain. Et ça donne aux citoyens un plus grand accès gratuitement aux produits cinématographiques dans leur région. Je suis sûre que dans tous les débats sur le Netflix ici au Canada et au Québec, ce genre de mesures, d'activités, c'est aussi intéressant pour vous. Sur le troisième objectif, qui est aussi quelque chose de très important aujourd'hui dans le contexte des objectifs de développement durable, on voit que les villes, même la ville de Québec, la ville de Montréal, est bien engagée dans les discussions, dans les plans, dans les stratégies sur le développement durable à travers les industries culturelles et aussi dans l'environnement numérique. Ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi à travers le réseau des villes créatives. Il y a beaucoup d'exemples où il y a des villes qui commencent à travailler dans ce sujet. Sur la question de culture et développement dans les industries culturelles et créatives, je voudrais aussi signaler un autre exemple, un bon pratique, que j'espère va vous inspirer tous, de contacter vos amis millionnaires, parce qu'il y a quelques mois où on commence à travailler avec une jeune femme, 26 ans, de Macao, qui est millionnaire, milliardaire. Ouais. Oui, c'est ça, c'est pour ça que je cherche le mot. Billionnaire, c'est beaucoup plus impressionnant que millionnaire. Alors, elle est un billionnaire et elle a donné 1,5 million de dollars au fonds pour soutenir les femmes qui travaillent dans les industries créatives numériques dans les pays du Sud. Alors, ça, c'est pour nous un bon pratique récent. Et elle est très engagée avec nous et avec le Fonds international sur la diversité culturelle. Et sa mission, c'est vraiment d'attirer l'attention à d'autres billionnaires, jeunes billionnaires, pour créer un réseau pour vraiment augmenter la visibilité au fond et au sujet des femmes qui travaillent dans les industries créatives numériques dans les pays du Sud. Alors, si vous avez des amis, on peut le mettre en contact et elle vient de rencontrer en décembre à Paris parce qu'elle sera là pour présenter les premières bourses des femmes en Palestine, à Dakar, en Mexique
et en Afghanistan, des projets très intéressants des jeunes femmes pour créer, par exemple, en Tadjikistan, une nouvelle académie des arts numériques pour les jeunes femmes. Alors, c'est un projet très intéressant et très inspirant aussi pour atteindre cet objectif des relations entre culture, développement et numérique. Le dernier objectif, qui est aussi un des objectifs fondamentaux, c'est de promouvoir les droits de l'homme et les expressions, la liberté d'expression artistique. On voit que même s'il y a aujourd'hui un meilleur accès au contenu, un meilleur accès au public potentiel, il y a des défis énormes pour les hommes et les femmes qui créent dans l'environnement numérique. On voit des menaces en ligne qui s'appellent trolling, harcèlement et cyber-harcèlement. Il y a une surveillance numérique accrue qui est très important et qui est important pour les parties à la Convention. On voit aussi à la question d'égalité de genre qu'il y a une très grande différence dans certains domaines des industries créatives et aussi dans quelques professions et quelques professions au niveau de directeur, manager et tout ça. Alors ça, c'est des questions importantes pour les partis auxquelles on travaille pour le suivi de la mise en œuvre de la Convention. Un autre petit exemple vient de Kenya. Vous voyez que j'utilise toujours des exemples hors du Canada, hors du Québec, parce que je suis sûre qu'avec tous ces objectifs et tous ces défis que j'ai déjà mentionnés, il y a en place des démarches au Canada et à Québec pour régler la situation vers les stratégies numériques, vers plusieurs mesures qui sont en place aujourd'hui. Mais on peut être toujours inspiré par les autres et je vous donne un autre exemple du Kenya où il y a une autre de nos amis qui est cette fois-ci millionnaire, pas billionnaire, et elle a créé à Kenya une plateforme pour les arts numériques, pour les artistes africains, pour distribuer et donner de visibilité à leur travail, leurs œuvres. Mais aussi, elle a créé une école pour les filles et les jeunes femmes d'apprendre les arts numériques. Parce qu'en Kenya et d'autres pays, ils n'ont pas accès aux ateliers, aux écoles, aux études sur le numérique. Alors, elle a pris l'initiative de créer cette école pour les aider. Alors, pour terminer, quelles sont les prochaines étapes? Parce que aussi de publier un rapport mondial, le deuxième rapport mondial, il ne faut pas s'arrêter là. Alors, nous, à l'UNESCO à Paris, on prend en considération toutes les recommandations, tous les défis, et on crée des nouveaux programmes pour renforcer les capacités des acteurs, des artistes, des professionnels qui travaillent dans les industries créatives numériques, plutôt dans le Sud. Et aussi, on travaille avec les gouvernements et les sociétés civiles de créer un dialogue entre eux pour créer des stratégies, des politiques culturelles numériques pour vraiment assurer qu'il y a des politiques culturelles durables pour le futur qui sont bien en lien avec les besoins du secteur. Alors, ça, c'est quelques
activités que nous, on est en train de faire dans le contexte mondial et aussi en étroite coopération avec le chaire à Laval. Mais aussi, je vois des amis ici de la Coalition des diversités culturelles. Je voudrais aussi les saluer parce que c'est des très grands partenaires pour nous pour la mise en œuvre de la Convention. Alors, bonjour et voilà. Merci. Merci beaucoup, Daniel. Est-ce qu'il y aurait des questions immédiatement, de façon spontanée, à la suite de la présentation de Daniel Clich? Sinon, vous attendrez à la suite pour pouvoir les poser. Je vais passer la parole maintenant à M. Octavio Coulez, de qui je vous suggère de lire le document dans le rapport. J'ai eu le plaisir de lire cela et les textes sur le numérique ne sont pas toujours aussi clairs que celui de M. Coulez, qui est vraiment excellent. Alors, je vous passe la parole, M. Coulez, immédiatement. Bon, merci beaucoup. Bonjour. Je suis très, très content d'être ici. C'est ma deuxième fois à Québec et j'adore. Alors, il est clair que les technologies numériques ont complètement bouleversé la chaîne de valeur culturelle. Ceci a impliqué des opportunités et aussi des enjeux. Et donc, on a vraiment besoin d'une nouvelle génération de politiques culturelles adaptées à ce nouveau contexte. Donc en 5-10 minutes, j'aimerais faire un petit résumé de mon chapitre du rapport mondial. Et je pense qu'une façon de commencer serait de dire que le changement à l'intérieur de la chaîne de valeur de la culture a été tout d'abord quantitatif. C'est-à-dire, si on prend tous les maillons de la chaîne, création, production, distribution, accès, dans chacun de ces liens de la chaîne, on peut penser à un effet quantitatif qui signifie qu'avec moins, on peut faire plus. Donc, un écrivain moi, je viens du secteur du livre, je suis éditeur, donc je vais donner quelques exemples de cette industrie. Un écrivain qui habite en Patagonie, au sud de l'Argentine, jamais il n'aurait pu rêver, dans les années 80, d'être lu par des millions de lecteurs potentiels, non seulement en Argentine, mais aussi au Québec, en Afrique, au Japon. Donc, élargissement, expansion du marché pour les créateurs, bien sûr aussi pour l'industrie. Avec une technologie comme l'impression à la demande, moi je peux arriver à des marchés aussi en tant qu'éditeur, je peux être imprimé une copie en Nouvelle-Zélande, si je veux, avec des coûts qui sont très très bas. Et en tant que public aussi, il y a un élargissement énorme de l'offre parce qu'aucune bibliothèque avant les années 90 pouvait aspirer à avoir des millions et des millions de titres comme nous avons accès maintenant. Donc, le premier changement, la première transformation, la plus évidente, c'est une transformation quantitative. Plus de productivité, plus d'offres, moins de coûts. Et bien sûr, si on a les compétences et si on a les instruments pour profiter de tout ça. Mais je pense qu'il y a une transformation qui est qualitative et que parfois on n'étudie pas en profondeur. Et c'est que la chaîne de valeur est en train de changer de nature. Donc je ne parle pas seulement d'une question quantitative ici. Et pourquoi de nature? Parce que avant, si on parlait de la chaîne, on pensait à un petit train avec des wagons, non? La création, etc. Comme si chaque étape travaillait une matière et la passait à l'étape suivante, jusqu'à arriver au consommateur final. Et maintenant, ce n'est pas vraiment le cas. Avec les technologies numériques, on est plutôt dans un modèle structuré en réseau, où chaque maillon est plutôt un nœud d'un réseau qui travaille en simultané avec les autres. Par exemple, cet écrivain de la Patagonie peut téléverser des passages qu'il a écrits pour que son public, donc la fin, le bout de la chaîne, puisse lire un peu ces brouillons-là et faire des commentaires pour que l'écrivain revienne sur le texte et le modifier.
En même temps, la maison d'édition peut travailler avec des gabarits un peu dynamiques pour voir qu'est-ce que les lecteurs préfèrent. Vous savez qu'en web, maintenant, ça fait déjà 20 ans, 25 ans, qu'on peut séparer, un peu moins de 20 ans pour ça, mais on peut séparer HTML, donc le texte, de son apparence, le CSS. Donc, en temps réel, tous les nœuds de la chaîne peuvent travailler en simultané pour arriver à un bien ou un service. Ça, c'est un changement structurel, profond, qu'il faut vraiment prendre en considération. Pourquoi? Parce qu'il y a des acteurs très différents à ceux dont on était habitué, qui sont les plateformes. C'est un autre genre d'animal qui travaille en réseau. Internement, ce sont des réseaux. Et donc, à l'intérieur des plateformes, on a des gens qui font la production, la distribution. Et donc, à mon avis, il faut vraiment faire attention à ce changement de nature vers une structure en réseau qui a permis l'émergence des grosses plateformes en ligne. Et face à ces changements quantitatifs et qualitatifs, les États ont eu du mal à travailler avec des politiques culturelles innovatrices. Parce qu'en général, la plupart des politiques qu'on a repérées dans les rapports périodiques sont liées plutôt au fait de protéger certains liens ou certains nœuds de la chaîne qui souffrent plus avec ce passage vers le numérique. Par exemple, les librairies ou les cinémas qui n'ont pas numérisé leurs salles. Ça, c'est une grande famille de politiques. Une autre grande famille, c'est aussi sont des mesures aussi réactives, dans le sens où il faut mettre en place des régulations pour que les plateformes ne deviennent pas trop puissantes. Donc, des quotas, des nouvelles législations qui est très très importante, par exemple, comme on a vu en Europe, avec la régulation générale pour les données privées. Et il y a eu du côté plus des politiques proactives, des politiques de certains États qui ont essayé de mettre en place leurs propres plateformes publiques, culturelles, qui sont aussi très intéressantes. Mais il me semble que dans tout ce groupe de politiques, il manque un autre groupe qu'il faudrait stimuler dans les années qui viennent. C'est la question de la co-construction de politiques culturelles. C'est-à-dire, au lieu de prendre l'État comme pour utiliser une image, comme un dieu qui arrive du haut vers le bas et qui va créer un mouvement à partir de rien, ex nihilo, penser l'État comme un partenaire très puissant qui peut introduire un effet de levier très fort sur l'écosystème culturel et ainsi donner beaucoup plus de dynamisme et de richesse. Dans le chapitre, j'avais repéré quelques cas qui venaient tous des rapports périodiques, où on voit par exemple une petite plateforme de crowdfunding en Suisse qui s'associe avec le canton, avec l'État suisse, pour mettre en valeur certains projets pour qu'ils reçoivent des fonds. Des projets qui n'auraient jamais reçu beaucoup d'attention de la part du public si l'État ne s'était pas engagé. Mais juste, ce n'était pas un engagement financier, c'était un autre type d'engagement, plus de visibilité. Alors, ce type de stratégie proactive, qui n'est pas du haut vers le bas, mais qui est horizontale, de co-création, de co-construction avec les acteurs qui sont sur le terrain, je pense que c'est peut-être ce qu'on va voir le plus dans les 5 ou 10 années qui viennent, et à mon avis, ce sont les plus intéressantes. Surtout parce que ce sont les acteurs locaux, et ça après on pourra en parler plus lors du lancement du rapport sur l'Afrique, parce que je pense que le rapport a identifié des cas extraordinaires d'acteurs qui sont sur le terrain et qui connaissent beaucoup plus les données de ce qui arrive vraiment sur le terrain, même parfois plus que l'État même. Et une autre raison pour cela, c'est que dans le long terme, vous savez, les fonctionnaires, le gouvernement change, c'est normal. Mais la société ne change pas. La société, elle dure beaucoup plus. Et les petits projets, les ONG, les start-up, les industries, même de petite taille, elles durent des décennies. Donc travailler avec eux, c'est assurer la durabilité des projets aussi. Alors, je crois que dans les
les années qui viennent, on verra, on sera témoin de changements passionnants, ce sera très très intéressant, ça va tout bouger, surtout avec la question de l'intelligence artificielle qui est fondamentalement liée, intimement liée à la question des plateformes et de cette question de réseau, parce que l'intelligence artificielle, ce sont les données. Les machines s'alimentent des données, qui sont, en fin de compte, les données sont comme le sang de ce réseau, la sève qui alimente tout le network de la nouvelle chaîne. Alors, ce sera passionnant, mais aussi très exigeant pour les acteurs traditionnels, pour l'État et même pour les petits acteurs numériques. Parce que le poids de ces grosses plateformes devient de plus en plus grand et c'est de plus en plus compliqué de travailler dans cet écosystème. Donc, passionnant, exigeant, il faudra travailler très très fort. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Coulez. Alors, est-ce que dans la salle, il y a des réactions immédiates? Oui. Je vais te laisser te nommer, Solange. Vas-y. Oui. Alors, le micro d'abord. Oui, donc, ça va? Oui? 1, 2, 1, 2, oui. Solange Drouin, je suis, entre autres, coprésidente de la Coalition pour la diversité des expressions culturelles. Alors, merci de cette présentation-là. Ça nous fait très plaisir d'être ici avec des gens convaincus de culture et évidemment de la nécessité de maintenir cet écosystème culturel-là fort. J'ai une question pour vous parce que la façon dont vous me présentiez, la première phase était une phase évidemment qualitative. C'était plein de promesses dans le numérique. Malheureusement, à l'heure actuelle où on en est, malgré le facteur quantitatif qui semblait être une promesse, c'est pas devenu la promesse. En tout cas, les promesses de la quantité ne se sont pas révélées. On a vu que c'était beaucoup plus de la concentration et ce que le numérique apportait, parce que moi, entre autres, je suis pas seulement à la Coalition, mais je suis aussi dans le domaine de la musique. Dans mon travail de tous les jours, je travaille dans le domaine de la musique. Et c'est plutôt que it's more of the same qu'on a. C'est juste que les moyens se sont décuplés. Donc, est-ce que vous avez fait l'analyse de ces promesses-là ou de l'actualisation, finalement, de ces promesses-là en termes d'une véritable diversité? Parce que c'est beau, ces promesses, mais si la diversité culturelle n'est pas au rendez-vous en termes d'être capable de faire vivre une plus grande quantité d'artistes ou de créateurs de leur art, on n'a pas gagné grand-chose parce que ça ne se cristallise pas dans les mains des créateurs et des gens qui les supportent. Oui, je suis tout à fait d'accord. Parce qu'en général, il y a une grande confusion dans les débats sur le numérique. Entre, je ne sais pas si ce mot existe, massification, en français on pourrait dire massification ou... Bon, je vais l'utiliser quand même, entre massification et démocratisation. Effectivement, le numérique a permis de multiplier par 1000 ou 1 million de fois l'offre à laquelle nous avons accès. Mais cela n'est pas synonyme de diversité. D'abord parce qu'il y a la question de la durabilité. OK, on a cette offre maintenant, mais qu'est-ce qui va arriver en 10 ans si Netflix ou Amazon décident si finalement ils dominent 80 ou 90% de leur marché respectif et ils décident de restreindre leur offre seulement à ce que, par exemple, l'offre Netflix qui est filmée ou produite par Netflix. Donc, il y a l'action de la durabilité. Et ensuite, il y a aussi le problème que ce n'est pas seulement la question de l'offre, diversité de l'offre, mais c'est aussi la diversité des acteurs. On ne peut pas avoir une véritable diversité s'il y a un seul fournisseur. Donc, et une troisième diversité, c'est la diversité des publics. Donc, avoir des niches comme ça. Donc, cet équilibre est très délicat et je pense que la technologie en elle-même va jamais améliorer les choses parce que la technologie est inerte, c'est une chose, c'est un outil. Et c'est le grand risque, à mon avis, ce n'est ni le numérique ni l'analogique. Le grand risque, c'est de déléguer notre pouvoir, notre contrôle, par le fait qu'on tombe dans l'illusion que le numérique va tout résoudre. Donc, le numérique ne va rien résoudre. Si on perd un peu le contrôle, les choses vont être beaucoup pires.
Par exemple, comme je mentionnais avant avec l'intelligence artificielle. Si on délègue trop, là, les conséquences peuvent être dramatiques. Il faut toujours reprendre ce contrôle, reprendre le contrôle de la technologie et vraiment, et bien sûr, demander aussi tout le temps faire des contrôles et des audits. Alors, je pense que le grand risque, c'est, disons, pour une sorte de fétichisme, de mettre la technologie comme dans un piédestal, non, et de croire qu'elle va tout résoudre. Et ce n'est pas le cas. Une panacée. Ah, oui, Daniel? Juste pour nous, on trouve la même situation aujourd'hui qu'au début de la Convention. Les débats en 2005, en 2003, en 2001, c'était autour des grandes compagnies comme Hollywood. Bon, Hollywood, c'est pas une compagnie, mais les grandes, des des majors. Il y avait cette grande question, comment faire, comment trouver notre place, comment casser la concentration sur le marché, tout ça. C'est exactement le même débat aujourd'hui. C'est juste au lieu des majors, c'est Amazon, Netflix et tout ça, mais c'est exactement le même débat. Et c'est pour ça que nous, on est intéressés de travailler sur la question des politiques et de travailler avec la question de gouvernance, parce que c'est ce modèle de gouvernance et les modèles des politiques culturelles ou les autres politiques de l'industrie, économie et tout ça qui doit changer pour adresser le même type de questions qui étaient là au début de la Convention. Pourquoi la Convention a été créée? Et c'est la même chose si on regarde les accords de commerce. Il y avait des accords de commerce bilatéraux qui étaient négociés et il y avait des pays qui ont dit bon, c'est pas grave, on met une exception culturelle sur les biens-services analogues, mais pas sur les biens-services électroniques. Alors pour nous, on voit que dans ce domaine-là, il y a un changement où il faut faire attention et il faut assurer que dans les accords de commerce qui traitent le commerce électronique, qu'on ne perde pas les objectifs de la Convention comme l'exception culturelle. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres réactions sur la conférence de M. Coulez? Peut-être que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de vieux problèmes qui reviennent sous d'autres formes, mais on ne sera pas obligé de réinventer la Convention. Il faudra peut-être l'aménager. Alors, j'inviterai Lydia Delumeau à venir faire sa présentation intitulée « À la recherche des données perdues sur les échanges des flux culturels à l'ère numérique ». Madame Delumeau, que je revois aujourd'hui avec un grand plaisir et que j'aurai également plaisir à écouter. À vous. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier Véronique Guévremont pour l'invitation et pour la féliciter pour organiser cette conférence et tous les partenaires, donc Monsieur Morissette, Monsieur Lemieux pour ce magnifique en droit, et Madame Turvet. Alors justement, j'ai fait un petit clin d'œil, comme on est dans la maison de littérature, avec le titre de ma présentation, à la recherche des données perdues des flux culturels à l'ère numérique. Ce titre peut vous sembler paradoxal, mais en fin de compte, c'est la réalité par rapport à ce que vient d'expliquer Octavio, le fait qu'on a vu des changements quantitatifs et qualitatifs. Nous, en tant qu'Institut statistique, et justement Dominique Jutras aussi, c'est essayer de mesurer ce qu'il se passe. Et on s'est aperçu que plus les données avancent, au lieu d'avoir plus d'informations, on en a moins, notamment dans le domaine du numérique. Donc l'objectif de ma présentation, c'est de vous présenter... Bon, il se passe quoi? OK. C'est de présenter les grandes lignes de mon chapitre du rapport de l'UNESCO sur les déséquilibres persistants dans la circulation des biens et services culturels en mettant l'accent sur la problématique du numérique. Donc, tout d'abord, quand on parle du déséquilibre persistant, l'un des objectifs de la Convention pour la mesure des biens et services culturels, c'est lié
à l'article 16 sur le traitement préférentiel. L'idée, c'est qu'on ait plus de diversité dans les biens et services échangés et notamment avoir plus de place pour les pays en voie de développement dans le commerce mondial des services et biens culturels. Et il faut savoir qu'il y a le même objectif pour l'économie mondiale dans les objectifs du développement durable de 2030. Il y a l'objectif 17-11 qui a pour objectif de doubler la part des exportations des biens et services des pays en voie de développement dans le monde. Donc là, on essaie de mesurer qu'est-ce qui s'est passé spécifiquement pour les biens et services culturels. Donc rapidement, quand on parle des flux des biens et services culturels, on parle de deux choses distinctes. Justement, on parle du numérique, c'est qu'on a beaucoup... avant, on parlait des produits, un produit physique qu'on tenait dans la main, un bien. Maintenant, c'est devenu numérique, donc c'est passé dans les services. Donc c'est l'une des raisons pour laquelle on a aussi une perte des données, parce qu'il y a beaucoup d'informations dans les biens physiques. C'était facile à mesurer physiquement qui traversaient la frontière. Maintenant, ça se passe au niveau d'Internet. Cette information est beaucoup plus difficile à capturer. Donc, les points principaux, les conclusions du chapitre, il y en a deux qui concernent spécifiquement le numérique. On a donné quelques exemples. Daniel a mentionné que dans chaque chapitre, on parle des bonnes pratiques. Et il y a quelques exemples de bonnes pratiques aussi. Daniel en a présenté, Octavio en a parlé aussi. C'est des plateformes de distribution numérique qui permettent, et des réseaux d'échange, et des stratégies d'exportation qui permettent, pour l'instant il y en a beaucoup dans le secteur de l'audiovisuel ou aussi dans la musique, d'avoir de la distribution, de la production des pays en voie de développement pour avoir accédé dans la région ou à l'extérieur de la région. Il y a aussi le fait que ce nouvel environnement numérique nécessite de toute urgence une amélioration de la collecte du commerce culturel afin d'appuyer les politiques et négociations commerciales. On voit ici qu'on s'aperçoit que la part des pays en voie de développement est de plus en plus grande depuis 2005. Mais vous voyez que si on s'intéresse au graphe plus clair, c'est-à-dire c'est le total sans la Chine et l'Inde, on s'aperçoit qu'on a atteint un plateau depuis 2013, donc cette part, même depuis 2012, la part est un peu artificielle de l'augmentation des pays développés en voie de développement dans l'export des biens culturels, parce que finalement on s'aperçoit que ces produits n'atteignent pas le marché international. Évidemment, l'Inde, on voit quand même certains pays qui augmentent, comme il y a Thaïlande, Malaisie, il y a d'autres pays qui sont importants, mais on s'aperçoit qu'évidemment, on sait que la Chine, c'est le producteur du monde maintenant de la plupart des biens, donc ce n'est pas une surprise de le voir, aussi l'Inde aussi, mais on s'aperçoit que là, on se retrouve avec moins 150 pays qui représentent que 25% du commerce. Alors, de quoi parle-t-on ? Dans ce cas, on va se concentrer sur 3 expressions culturelles. L'audiovisuel, qui représente 21,2 milliards des exportations des biens culturels. Ensuite, l'édition, 20 millions. Et le plus important, c'est l'art visuel, qui a vraiment énormément augmenté entre 2005 et 2014. Donc, quel a été l'impact de la numérisation sur les flux des biens et services culturels ? Donc, Octavio l'a bien mentionné dans les 3 expressions, évidemment, depuis 2005, la dématérialisation, la numérisation des produits ont fait que des produits qui étaient accessibles, où on achetait directement notre CD ou notre livre, maintenant, ça passe par des plateformes Internet ou ça passe sur un format Internet. Donc, pour la musique notamment, qui a eu un glissement justement dans les pratiques culturelles, on s'aperçoit que les revenus numériques ont représenté 45% des revenus du secteur de la musique en 2015, et c'est à peu près le même chiffre aussi en 2016, et que pour la première fois en 2015, les revenus musicaux générés par les ventes numériques ont dépassé les ventes de supports physiques. Donc dans ce cas-là, on parle des abonnements et le téléchargement de la musique. Donc aussi un autre impact du numérique, quand on mesure les exportations et biens services culturels, entre 2005 et 2014, on a vu une baisse de 28% en dollars des États-Unis, essentiellement qui vient une baisse pour les pays développés de 34%.
On s'aperçoit qu'il y a une petite hausse de 9% des pays en développement. Donc ça veut dire qu'en un pays développé, il y a vraiment une chute drastique. Par exemple, la vente de CD, la vente de vidéos, et qu'on passe vraiment beaucoup à la pratique Internet, et que cette pratique existe encore un peu au niveau des pays en développement. En ce qui concerne maintenant l'édition, il y a une quasi-stagnation ou une petite hausse de 5%, mais on voit aussi un comportement bien différent entre les pays en voie de développement et les pays développés, où on voit qu'il y a une baisse de 3% pour les pays développés des exportations, alors qu'il y a une hausse de 67% des pays en voie de développement. Donc ça veut dire que pour les pays en voie de développement, c'est très important encore l'exportation des livres et encore, par exemple, des journaux. Alors que quand on dit, on parle de fracture numérique, on parle aussi, même s'il y a beaucoup d'améliorations, par exemple, dans le chapitre d'Octavio et puis dans le rapport dont on va parler tout à l'heure, il y a toujours vraiment une différence assez significative. Et le secteur où il y a eu moins d'impact, sans surprise, c'est l'art visuel pour lequel il requiert encore beaucoup des supports physiques, où il y a eu une augmentation drastique de 100% entre 2005 et 2014 pour les deux régions, pour les deux groupes de pays, de 80% pour les pays développés et encore plus pour les pays en voie de développement. C'est pour les pays en voie de développement, c'est vraiment le secteur qui est le plus actif dans l'exportation. Quand on parle de déséquilibre, c'est là où on voit les échanges nord-sud par expression culturelle. Vous voyez que c'est moins de 20% l'exportation des pays en voie de développement, c'est moins de 20% pour que ce soit l'audiovisuel, l'art visuel et l'édition. Donc, même si en général, ils sont encore pas assez représentatifs. Donc, l'idée, évidemment, c'est essayer d'améliorer la situation. Donc, comme j'ai dit, il y a eu un glissement maintenant des biens physiques, des biens physiques à l'immatériel. Il est important pour nous d'avoir plus de statistiques des services. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y a une insuffisance. Alors, quand je parle des statistiques des services, on parle par exemple des licences, de reproduire et de distribuer une œuvre artistique originale, tout ce qui est activité de distribution de services audiovisuels, aussi la promotion des arts de la scène et des événements culturels. Donc, tout ce qui est accès en ligne, évidemment. Donc, je parle de données perdues parce qu'entre le rapport de 2015 et le rapport de 2018, je n'ai plus été capable de donner le total des services culturels. Parce qu'entre-temps, il y a eu un changement de classification, qui est la classification étendue de la balance des paiements, pour lequel il y a une meilleure classification représentativité des services culturels, mais à un niveau de détail tellement important qu'il n'est pas obligatoire au pays de rapporter cette information. On a les données de l'Organisation mondiale du commerce. Cette année, on n'en a pas eu pour pouvoir faire le rapport de 2018. Et le plus important, il y a aussi des pratiques différentes entre les pays. Maintenant, il y a un manque de comparabilité. Et l'une des raisons, par exemple, je n'ai pas pu présenter le total des services audiovisuels, c'est que les États-Unis et le Royaume-Uni ne communiquent pas les données relatives aux services audiovisuels. Ils sont maintenant classés dans redevances aux services de distribution. Donc la question est, par exemple, si on parle de Netflix, qui maintenant produit des films, et qui est enregistré comme société de distribution de services. Donc il s'avère que maintenant, les statistiques, on n'a pas de chiffres là-dessus au niveau global. Donc c'est pour ça que je dis c'est la recherche des données perdues et c'est bien problématique pour nous pour essayer d'évaluer l'impact quantitatif et qualitatif dont on a parlé. Alors un autre domaine important des services, c'est tout ce qui est droit d'auteur. On a parlé, c'est très important que les artistes y vivent des droits d'auteur. Donc là, c'est les données de la CISAC, International Confederation, c'est les services des droits d'auteur et des compositeurs. On parle ici des services des droits d'exécution en télévision ou en droit mécanique. Et on s'est aperçu qu'en 2015, la musique représente 87% du répertoire de l'ensemble des redevances collectées. Et on s'aperçoit que maintenant, par exemple, des musiciens, ils ont la plupart de leurs revenus en fonction des performances qu'ils ont des représentations musicales plutôt que de la vente de disques. On sait qu'une chanson sur Internet leur apporte quasiment rien du tout. Alors, quand on parle aussi des statistiques, c'est important, Octavio aussi, Daniel l'a mentionné, les mesures à l'exportation mises en place par les pays. On s'aperçoit que pour les pays développés, en grande majorité, c'est dans l'audiovisuel.
où il y a des accords de coopération, notamment en cinématographie, pour faire des films, notamment, ou des programmes télévisuels. Et dans les pays développés, il y en a aussi, mais un peu moins. Et il peut y avoir aussi des accords de coopération un peu sur toutes les expressions culturelles. Donc ça, c'est juste quelques exemples de stratégies d'exportation pour les biens et services culturels. Vous voyez que pour, par exemple, un moyen beaucoup pour les artistes des pays en voie de développement, c'est de participer à différents festivals pour pouvoir justement être présents et de montrer leur production. Donc on voit dans le graphe que c'est beaucoup plus important pour les pays en voie de développement. Pour les deux catégories de groupes de pays, il y a des accords de coproduction et de codistribution. Quand on a fait l'étude des rapports périodiques, et puis aussi on s'est aperçu qu'il y a beaucoup d'accords de coopération pour faire des films. L'une des raisons, par exemple, c'est que ça permet, si un pays, on dit par exemple la France, Burkina Faso fait un film avec la France, ça permet que le film soit considéré comme français et peut entrer le marché européen plus facilement. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de projets à ce sujet. Ensuite, pour terminer, je donne juste un exemple rapide de projet de bonnes pratiques. Là, c'est la plateforme de distribution cinématographique de Caribbean Tales Media Group. Le Caribbean Tales Worldwide Distribution, c'est une entreprise multiservice de distribution de vente où ils ont regroupé 900 titres. Parce que justement, tous les films caribéens n'ont pas accès, on n'en trouve pas à Netflix, on n'en trouve pas. Donc ce sont tous les producteurs qui sont mis ensemble et ça permet à la région d'avoir accès à ces titres. Et pour aller rapidement aussi, il y a les taxes Netflix, par exemple, on a parlé, on pourra revenir là-dessus, des politiques. Il y a plusieurs pays qui ont mis en place, la France, la Nouvelle-Zélande, pour essayer d'appliquer aussi au numérique les redevances. Donc, comme conclusion, ça reprend ce qu'a déjà dit Octavio et Daniel. Les pays en développement peuvent renforcer leur capacité d'exportation de produits culturels grâce aux technologies. Il y a eu quelques exemples, je pense qu'on va en reparler cet après-midi, juste après, parce qu'il y a beaucoup de contraintes, notamment au niveau des infrastructures. Il est important d'avoir de nouvelles mesures statistiques qui doivent être développées pour mesurer précisément toutes sont les pratiques ayant lieu sur Internet, et pour ça, il est important d'avoir une coopération internationale. Merci. Merci beaucoup, Mme Delumeau. Est-ce qu'il y aurait des réactions immédiates à la présentation de Mme Delumeau? Sinon, nous passerons immédiatement à la conférence de Véronique, intitulée « La diversité des expressions culturelles face à la libéralisation du commerce électronique ». Véronique. Merci, Dave. Je vais juste vous passer ça. Merci. Alors, dans ce deuxième rapport mondial de l'UNESCO sur la Convention de 2005, je signe le chapitre 7, intitulé « La Convention dans les autres enceintes internationales, un engagement crucial ». Ce chapitre porte plus spécifiquement sur la mise en œuvre de l'article 21 de la Convention, selon lequel les parties s'engagent à promouvoir les objectifs et les principes de la Convention dans d'autres enceintes internationales. Et à cette fin, les parties se consultent, je cite l'article, s'il y a lieu, en gardant à l'esprit ces objectifs et ces principes. Alors, les autres enceintes internationales concernées sont multiples et on les retrouve tant au niveau multilatéral, régional que bilatéral. Pour donner quelques exemples de forums multilatéraux pertinents, je peux mentionner l'OMPI, donc l'Organisation mondiale sur la propriété intellectuelle, la CNUSED, Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, l'UIT, qui œuvre dans le domaine des télécommunications, l'OCDE ou encore l'OIF. Et certaines de ces organisations-là prennent une importance particulière compte tenu de l'évolution des enjeux, de la diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique. On peut penser bien évidemment aux enjeux en matière de droits d'auteur qui sont gérés davantage du côté de l'OMPI. Donc, toutes ces organisations exercent des compétences dans des champs connexes à ceux de l'UNESCO et par conséquent, les actions des États au sein de ces forums peuvent avoir un impact sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.
Et cet article 21 incite donc les parties à la Convention à agir de manière cohérente au sein de ces différentes instances en gardant à l'esprit les objectifs et les principes de la Convention de 2005. Donc, c'est une obligation générale qui s'applique, qui s'impose aux parties. Dans l'ensemble de ces organisations, compte tenu de leur présence dans un grand nombre d'organisations autres que l'UNESCO, mais il est clair que l'article 21, la mise en œuvre de l'article 21 de la Convention a une importance très particulière lorsqu'il s'agit de négocier des accords de libre-échange. Les engagements découlant de ces accords de commerce peuvent avoir pour effet de limiter le droit des États d'adopter des politiques culturelles, un droit précisément là, réaffirmé dans la Convention. Il s'agissait même d'ailleurs d'un des objectifs initiaux de la négociation de la Convention, que la réaffirmation de ce droit, combiné également à la reconnaissance de la double nature des biens et des services culturels. Donc, heureusement, tout de même, depuis très longtemps, des États prennent des précautions nécessaires en incorporant dans leurs accords de libre-échange des clauses culturelles, préservant leur droit d'intervenir en faveur des industries culturelles. Et le Canada et le Québec ont toujours été très sensibles depuis très longtemps là, à l'importance de préserver ce pouvoir d'intervention. Le chapitre que je signe dans le rapport mondial rend compte de la diversité des clauses qui peuvent être incorporées dans les accords de libre-échange. Et je cite notamment des exemptions culturelles, les réserves culturelles. Une autre technique, c'est de prendre des engagements, mais limités ou assortis de conditions. Et s'ajoute, depuis que la Convention existe, une autre technique qui consiste à faire référence à la Convention sur la diversité des expressions culturelles dans le texte d'un accord de commerce, que ce soit dans le préambule, et le Canada et l'Union européenne l'ont fait dans le préambule de l'accord sur le commerce, j'ai oublié le CITA, j'ai le nom juste en anglais, l'AECG, l'accord économique commercial global, merci, et l'Union européenne aussi l'a fait en particulier dans les protocoles de coopération culturelle qui sont annexés à plusieurs des accords qui ont été négociés depuis l'adoption de la Convention. Et le chapitre rend compte du fait que ce type de clause a eu tendance à se multiplier et de plus en plus d'États ont recours à de telles clauses pour protéger leur pouvoir d'intervention dans le secteur de la culture et on peut deviner là un impact positif de l'adoption de la Convention en termes de sensibilisation des États et éveiller leur attention à l'effet qu'il faut prendre les moyens il faut utiliser certains outils dans le contexte d'une négociation commerciale si on veut continuer à adopter, élaborer, adapter des politiques culturelles, les politiques de notre choix. Mais depuis quelques années, la situation devient préoccupante à nouveau parce que les accords de commerce évoluent et il y a de plus en plus d'engagements, ce qu'on ne retrouvait pas ou très peu, en fait, au moment de la négociation, de plus en plus d'engagements visant à libéraliser spécifiquement le commerce électronique. Donc, je le dis, le phénomène n'est pas nouveau. Les États-Unis avaient déjà commencé à libéraliser, à incorporer dans leurs accords de libre-échange des chapitres sur le commerce électronique dès le début des années 2000. Et toujours à l'avant-garde, comme il est, le professeur Bernier signait en 2004 un texte qui attirait notre attention sur cette nouvelle stratégie des États-Unis et il parlait dans son texte, vous me corrigerez, mais je crois de l'accord de libre-échange entre les États-Unis et Singapour et les États-Unis et le Chili. Donc, le phénomène existait, mais il était peu répandu et aujourd'hui, c'est qu'il tend à s'accentuer et surtout, il commence à avoir un effet sur la capacité du Québec et du Canada d'élaborer et de mettre en œuvre des politiques qui sont ou seront éventuellement applicables à l'environnement numérique. Donc, je prendrai donc les quelques minutes qui me restent pour commenter 3 accords. Le partenariat transpacifique, l'ALENA en cours de renégociation et
un nouvel accord, pas un nouvel accord, un accord récemment renégocié qui n'est pas mentionné dans mon chapitre, mais avec Ivana, on a relancé nos recherches sur les clauses culturelles dans les accords de commerce et on a découvert un accord très intéressant dont je vous parlerai dans quelques minutes, soit l'accord Union européenne-Mexique. Alors, le partenariat transpacifique, j'en traite abondamment dans mon chapitre. Pour les moins initiés, c'est un accord qui a été ratifié le 4 février 2016 par 12 pays bordant l'océan Pacifique. Les États-Unis ont participé à la négociation, mais ils ont annoncé leur retrait le 23 janvier 2017. C'était une des premières grandes annonces du président Trump, je pense, après son investiture. Et par la suite, le PTP a fait l'objet d'une certaine renégociation qui s'est terminée le 23 janvier 2018. Cet accord a permis aux partis de formuler des réserves pour limiter la portée de leurs engagements au titre de certains chapitres. Et le Canada l'a fait en formulant des réserves dans le chapitre sur l'accès au marché et le traitement national pour les biens, dans le chapitre sur le commerce des services et dans le chapitre sur l'investissement. Au titre du chapitre sur le commerce électronique, toutefois, car cet accord contient un chapitre sur le commerce électronique, les engagements sont pratiquement sans réserve. Les subventions sont exclues, la radiodiffusion est exclue, mais c'est un chapitre qui couvre l'ensemble des produits numériques les engagements pourraient bien avoir un impact sur la souveraineté culturelle des États qui en sont partie, ce qui inclut le Canada. Et la disposition la plus importante impose, en fait, c'est un engagement qui impose un traitement non discriminatoire des produits numériques. Et ces produits, je cite ici la définition de ces produits, peuvent être un programme, un texte, une vidéo, une image, un enregistrement audio ou tout autre produit informatique à encodage numérique et produit à des fins commerciales ou de distribution et pouvant être transmis par voie électronique. Donc, il est évident que la vaste majorité des biens et des services culturels, de la production culturelle de nos industries culturelles entre dans cette définition. Et cet engagement de non-discrimination applicable à des produits numériques et pour lequel d'ailleurs les États ne pouvaient pas formuler de réserve, a pour effet de limiter le droit des parties à la Convention de mettre en œuvre des politiques applicables à l'environnement numérique. Il pourrait s'agir, par exemple, de règles fixant des exigences de promotion de certains contenus locaux, contenus culturels locaux, sur des plateformes de diffusion de produits culturels numériques. On nomme Netflix là, plusieurs fois, c'est un excellent exemple. Donc, plateformes qui peuvent diffuser pas seulement musique et séries, pas seulement films et séries télé, mais musique également. De telles mesures, dans un langage commercial, sont discriminatoires et donc contraires à l'engagement de non-discrimination inscrit dans le chapitre sur le commerce électronique. Ce qui m'amène donc à parler de la renégociation de l'ALENA, une démarche, comme on l'entend dans les médias, qui vise à moderniser le texte de cet accord qui date de 1992. Dès le lancement de la négociation, les États-Unis ont indiqué clairement que l'un de leurs objectifs allait être de libéraliser le commerce électronique, donc d'incorporer, de faire en sorte qu'il y ait de nouveaux engagements pris par les 3 États parties en matière de commerce électronique. Et puisque les États-Unis ont précédemment participé à la négociation du partenariat transpacifique, il n'est pas insensé et même tout à fait logique de penser qu'ils chercheront à atteindre le même niveau de libéralisation dans le cadre de la négociation de l'ALENA, soit une libéralisation quasi totale du commerce électronique. Pour rappel, l'ALENA en vigueur ne couvre pas le commerce électronique. En 92, tout de même, on n'en parlait à peu près pas. Et par ailleurs, l'ALENA contient une clause d'exemption culturelle qui a pour effet d'exclure du champ d'application de cet accord de commerce l'ensemble des industries culturelles. Mais compte tenu du libellé de cette clause, donc on parle d'un accord de 92 et qui renvoie d'ailleurs à une précédente clause qui était dans un accord de 88, donc le libellé de la clause qui fait par exemple référence à des livres, revues ou périodiques sous forme imprimée ou assimilable par une machine, il est loin d'être certain
que cette clause d'exemption culturelle s'appliquerait à un éventuel chapitre sur le commerce électronique. On pourrait espérer une interprétation évolutive là, pour les juristes dans cette salle de la clause en question. C'est pas sûr qu'on atteindrait notre objectif. Et en plus, on ne connaît pas la structure du futur ALENA renégocié, ce qui est déterminant lorsqu'il s'agit de statuer sur la portée d'exception et même d'exception générale qui pourrait figurer dans le texte de l'accord. Alors, la renégociation de l'ALENA génère une grande incertitude. Et on en parle d'ailleurs beaucoup dans les médias au Québec depuis quelques jours. C'est une bonne nouvelle, plus qu'au début de la renégociation. Il y a une incertitude quant à l'avenir de l'exemption culturelle canadienne, puisque, comme j'ai mentionné, un engagement de non-discrimination dans ce chapitre sur un futur chapitre sur le commerce électronique limiterait considérablement la marge de manœuvre du Canada et du Québec pour adopter diverses politiques. Et on le sait, il y a plusieurs personnes ici du ministère de la Culture, on est dans une période où on est en train de renouveler nos politiques, où on a adopté de nouvelles, notamment pour les rendre applicables à l'environnement numérique. Donc, le timing est assez particulier de voir qu'on s'investit dans cette démarche et que peut-être, en parallèle, on prend des engagements qui déjà menaceront les politiques qu'on est en train d'adopter. C'est assez inquiétant. Par exemple, une politique qui viserait à exiger des plateformes qui opèrent sur le territoire canadien qu'elles prévoient un certain pourcentage de contenus locaux dans leur catalogue pourrait être incompatible avec des engagements au titre d'un chapitre sur le commerce électronique. Et d'autres États sont pourtant en voie de se doter de telles exigences et ils seront bientôt particulièrement encouragés à le faire. Et là, je pense à l'Union européenne qui s'apprête à adopter une version révisée de la directive sur les services médias audiovisuels. Et en vertu de l'article 13 de cette version révisée, là, donc peut-être que les choses changeront, mais si rien ne bouge, ce sera l'article 13, en vertu duquel les membres de l'Union européenne devront s'assurer que les fournisseurs de services audiovisuels, et ça inclut les plateformes, c'est l'objet de la révision, c'est de rendre cette directive pleinement applicable à l'environnement numérique, donc que sur ces plateformes, il y ait un minimum de 30 % de contenus nationaux. 30 %. Mais pour pouvoir fixer de telles exigences, il faut négocier avec soin ces engagements en matière de commerce électronique. Et à ce sujet, j'en arrive à mon troisième accord, il est intéressant d'examiner l'accord récemment renégocié par l'Union européenne, accord Union européenne-Mexique, pour lequel il y a un accord de principe là, qui a été conclu le 23 avril 2018. Donc, mon chapitre n'en rend pas compte, mais cet accord, je tiens à en parler aujourd'hui parce que, pour deux raisons, il est extrêmement intéressant. Dans le chapitre, dans un nouveau chapitre sur le commerce électronique, il y a deux clauses qui parlent de culture, et en fait, ce sont des références à la culture dans le champ d'application du chapitre. Donc, dans la description de ce champ d'application, les parties affirment d'abord leur droit d'adopter sur leur territoire les mesures visant l'atteinte d'objectifs légitimes. Il y a plusieurs objectifs qui sont nommés, dont la protection et la promotion de la diversité culturelle. Et au-delà de cela, la même clause, stipule que les dispositions du chapitre sur le commerce électronique ne s'appliquent pas aux services audiovisuels et aux services de radiodiffusion. C'est un modèle de clause assez intéressant, nouveau pour moi. Je n'avais pas eu l'occasion de constater l'existence de ce type de clause dans d'autres accords, qui, je l'espère, pourrait être repris par d'autres États. Et d'ailleurs, le Canada, qui a l'habitude de rédiger son exemption culturelle dans des termes plus larges, pourrait s'inspirer de cette clause pour formuler des clauses visant à exclure tout le secteur de la culture, l'ensemble de ces industries culturelles qui opèrent dans l'environnement numérique, donc des exclure du champ d'application de ces engagements en matière de commerce électronique. Pour conclure, donc, ces enjeux relatifs au commerce électronique et à la protection de la diversité des expressions culturelles sont importants, non seulement pour l'avenir de la Convention de 2005, mais pour l'avenir des politiques culturelles des États.
Ces enjeux nous permettent de voir sous un angle nouveau l'importance de prendre en compte la double nature des biens et services culturels. C'est encore pertinent aujourd'hui et cette double nature-là, elle doit aussi être prise en compte dans l'environnement numérique. Et les objectifs et les principes de la Convention ne changent pas dans l'environnement numérique. Ils sont toujours pleinement pertinents et doivent inciter les États, la poursuite de ces objectifs, à inciter les États à adopter des politiques appropriées, tout simplement, à ce nouvel environnement, en tenant compte des bons conseils, d'ailleurs, d'Octavio, j'écoutais avec attention tout à l'heure. Il faut concevoir ces enjeux non seulement comme un défi en matière d'articulation des intérêts économiques des États avec leurs préoccupations et valeurs culturelles, mais aussi comme un élément déterminant pour le respect de plusieurs droits humains, en particulier le droit d'accéder à sa propre culture, le droit de participer à la vie culturelle de sa communauté, donc des droits culturels reconnus dans les principaux instruments juridiques relatifs aux droits de la personne, des instruments qui ont aussi leur pertinence aujourd'hui dans l'environnement numérique. Et donc, au final, ce sont des perspectives de développement durable des sociétés qui doivent être prises en compte lorsqu'il s'agit pour les États de prendre des engagements visant à approfondir le degré d'intégration de leurs économies, y compris dans l'environnement numérique. Merci. Merci beaucoup, Véronique. J'ai chaud, puis c'est pas juste à cause du soleil. Tu m'as donné des chaleurs parce que j'entends des choses que j'ai déjà entendues, puis je vais revenir effectivement des problématiques dont on a déjà parlé. L'accord Union européenne, l'accord de coopération Union européenne-Mexique, quand on parle de numérique et qu'on réfère, encore une fois, aux services audiovisuels, l'Europe a toujours gardé cet aspect protégé. Et peut-être malheureux qu'au niveau de la négociation de la ECG, on n'ait pas pensé, en tout cas, revenir sur ce genre de sujet. Bon, écoutez, j'ouvre le débat. Je pense que dans le cas de Véronique, ça clôt bien l'ensemble des présentations qu'on a eues. J'aurai une petite question tout à l'heure, mais je vais la garder pour la fin. Véronique m'a dit tout à l'heure qu'on pouvait peut-être étirer un peu sur ce qui était prévu. On a décalé le début d'une quinzaine de minutes, donc on pourrait jouer sur la pause café. Alors, je vous invite immédiatement à poser des questions à nos panélistes, si vous en avez. Oui, madame. Oui, Marie-Hélène Parizeau, je suis professeure à la faculté de philosophie à l'Université Laval. Je suis aussi présidente de la COMES de l'UNESCO, donc la Commission mondiale pour l'éthique des connaissances scientifiques et des technologies. J'ai beaucoup apprécié ce panel, je l'ai trouvé extrêmement stimulant parce que, comme vous le savez, à l'UNESCO, il y a beaucoup de discussions autour de l'intelligence artificielle et des enjeux éthiques. Et la COMEST est en première ligne actuellement. Alors, je suis vraiment très stimulée par ce que vous avez dit et vraiment de façon très complémentaire. J'aurais juste une petite question, évidemment, de ma perspective. Vous avez parlé à différents niveaux des enjeux éthiques. Vous avez parlé des droits de l'homme, vous avez parlé des droits à la culture, vous avez parlé d'injustice. Est-ce que vous pourriez un peu élaborer ces préoccupations éthiques, peut-être chacun d'entre vous, parce qu'il est évident que si on veut envoyer un message qui va au-delà de simplement un rapport de force entre certaines institutions qui sont les grands GAFAM de ce monde, et puis des enjeux politiques, ce qui a été des États, mais je crois aussi qu'il faut avoir un contenu éthique dans notre message, et c'est ce sur quoi vous avez conclu. Donc, si vous pouviez un peu élaborer, j'apprécierais. Daniel Clich. Oui. Merci beaucoup pour cette question. Comme vous savez bien, à l'UNESCO, il y a un task force, un task team sur l'intelligence artificielle. Il y aura une grande conférence en janvier, High Level Conference, sur la question d'éthique et intelligence artificielle. Nous, on fait partie de ce task team. Et on a identifié avec notre expert Octavio des lignes, des enjeux, des conséquences d'intelligence artificielle dans le secteur de la culture et les industries créatives. Alors, il y a bien sûr la question de transparence, il y a la question
bien sûr de la diversité des expressions culturelles dans le monde de l'intelligence artificielle. Il y a aussi plein de questions sur la rémunération des artistes. Je peux parler des heures sur toutes les nouvelles questions qui sont pas des nouvelles questions, mais qui ajoutent une nouvelle dimension dans le contexte d'intelligence artificielle, comme des monopoles des compagnies d'intelligence artificielle, quelles sortes de conséquences, qu'est-ce que ça va avoir sur les industries créatives. Mais une petit danger que je cite toujours pour attirer l'attention des gens sur la question de l'intelligence artificielle et la créativité, c'est dans le passé, on a vu par exemple les grandes compagnies qui étaient par exemple en Afrique. Ils ont enregistré de la musique et après ils sont partis. Ils ont enregistré les disques qui sont vendus et les artistes en Afrique, ils n'ont rien vu comme rémunération ou très peu. Ça, c'était le problématique dès maintenant. Avec intelligence artificielle, ça devient encore pire, si on peut imaginer que c'est pire, que les compagnies ou même un producteur, quelqu'un peut aller enregistrer les sons, les musiques, personne ne le sait, ça rentre dans une machine et sur l'autre côté sort une autre expression musicale, quelque chose, et on n'a aucune idée d'où ça vient, de qui, et comment le renumérer. Ça pose plein de questions sur la question de droit d'auteur. Je sais pas, c'est pas limité comme liste de questions qu'on a des conséquences de l'intelligence artificielle dans le secteur de la culture et les industries créatives. Alors, je vous invite tous en décembre parce qu'on va organiser une rencontre pendant le comité intergouvernemental sur la Convention 2005 qui se réunit en décembre, entre le 11 et le 14 décembre. Une sorte de TED Talks, mais on appelle ça Create 2030 Talks. C'est de voir quelles sont les conséquences des grandes pistes de questions pour les parties de la Convention à réfléchir dans les avenirs qui viennent sur la conséquence de l'intelligence artificielle sur la créativité. Alors, je crois que c'est le 12 ou le 13 décembre à Paris. Alors, je vous invite tous à cette discussion parce que ce sera le premier d'un long chemin de travail pour nous sur ces questions. Et après, il y a la conférence en janvier aussi à l'UNESCO. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre ou apporter son apport à la question de madame? Oui, c'est clair que la question éthique est fondamentale, surtout dans le débat à propos de l'intelligence artificielle. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'applications qui ont des biais, que ce soit dans l'algorithme ou dans les données qui conforment les inputs. Donc par exemple, il y a eu un concours de beauté, on dit un concours de beauté, comment on dit, un concours de beauté, beauty.ai. Donc les gens envoyaient leur profil, leurs photos, et ceux qui ont gagné étaient des gens occidentaux parce que les données étaient biaisées. Il n'y avait pas de photos des gens asiatiques, africains, latino-américains, donc c'était tous européens ou nord-américains. Alors là, il y a un problème au niveau de la construction de l'algorithme ou des données. On trouve ça aussi, par exemple, si maintenant vous googlez, vous rentrez sur Google et vous cherchez « successful person », 90% des résultats sont des hommes entre 30 et 40 en train de faire comme ça. J'ai gagné, non? Pas de femmes, pas de gens plus âgés. Donc là, il y a un problème aussi au niveau que ce soit de l'algorithme ou des données. Et il y a plein de cas de biais, de stéréotypes, de genre, de religion,
plein de stéréotypes. Donc, c'est vrai qu'il faut investir pour qu'il y ait plus de transparence, aussi d'explicabilité dans les algorithmes. Donc, l'explicabilité veut dire qu'on puisse comprendre comment la machine est arrivée à un certain résultat. Donc, ça d'un côté. Mais je pense que le débat commence à devenir plus complexe par différentes raisons. C'est que d'abord, avec la variante de deep learning, c'est extrêmement compliqué, même pour celui qui a construit l'algorithme, de savoir comment la machine est arrivée à un certain résultat, parce qu'il y a tellement de couches de réseaux neuronaux qu'on ne peut pas savoir. Ce sont des boîtes noires, pour ainsi dire. Alors, l'explicabilité ou la transparence dans certaines technologies, comme le deep learning, qui est une variante du machine learning, est compliquée ou impossible directement. Et ensuite, il y a une question qu'on discutait aussi avec Daniel sur ce point, c'est que la question des biais, stéréotypes, il y a là la culture quelque part. Donc, pourquoi? Parce que c'est vrai qu'une technologie ne tombe pas, ce n'est pas un météorite qui tombe du ciel. Une technologie porte la marque du créateur de la technologie, qui vient d'une certaine société, d'une certaine culture. Donc les stéréotypes et les biais ne sont pas un accident du système. Ce n'est pas une question des ingénieurs, ça. C'est inhérent à l'algorithme. Il n'y a pas d'algorithme ou de données sans biais. C'est impossible. Les données sont toujours limitées. Alors il y aura toujours un biais. Et je pense que la question des biais, et la question éthique, sans parler de culture, mène toujours à des problèmes. Parce que, en fait, si on n'introduit pas la culture dans la question de la discussion sur l'intelligence artificielle, elle va revenir comme un contenu refoulé, un peu psychanalytiquement, sous la forme de biais. Alors, c'est ça le grand problème des discussions sur l'intelligence artificielle, c'est que la culture n'est pas au centre. Il faut la remettre au centre. Et aller au-delà de l'éthique, parce que l'éthique, c'est une question individuelle. C'est comme dire, Google signe et dit, moi je suis éthique. Et il fait signer à tous les programmeurs qui sont éthiques. Ça va servir à rien, ça. Ce qu'il faut, c'est une question politique, c'est-à-dire de gouvernance, de politique publique. C'est-à-dire explicabilité et transparence, ok, mais il faut audit, je ne sais pas en français si on peut dire, bon je le dis en anglais, auditability and accountability, donc une reddition de comptes. C'est comme lancer un nouveau médicament dans le marché. On ne va pas dire, non, nous, le laboratoire, nous sommes éthiques. Non, ils ne vont pas s'autoréguler. Il faut mesurer ça, il faut faire des audits. Et qu'ils soient responsables s'il y a des gens qui tombent malades. Donc, la question de l'éthique, elle est très limitée, à mon avis. Il faut l'étendre vers la question des politiques publiques, pour qu'il y ait vraiment un forum de gouvernance le plus multilatéral possible, le plus pluraliste possible, les États, les privés, la société civile, pour que l'intelligence artificielle soit un outil puissant, maîtrisé, utile, mais contrôlé, parce que ça peut mal finir. Merci beaucoup, M. Coulez. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je pose la mienne? Oui, madame. Bonjour, je m'appelle Aneta, je travaille au patrimoine canadien, gouvernement du Canada. Donc, si vous me permettez, je vais parler en anglais. Je suis beaucoup plus forte en anglais qu'en français. I just wanted, well, we spoke a little bit about free trade agreements, lots of media coverage of NAFTA, you mentioned TPP, so I couldn't help but I have to react to that as the Government of Canada representative. So yes, in the Trans-Pacific Partnership, we were facing a big challenge of succumbing to U.S. demands of non-discriminatory treatment of digital products and services. However, when the U.S. left the negotiation and there are only 11 countries left, Canada made a humongous effort to make sure that those conditions are not applied to Canada anymore. So this was done in Japan through side letters, which are specific notes, little side notes to humongous documents that are trade agreements. So Canada has preserved its right to maintain liberty in terms of cultural policies in the digital, including the digital environment. As for treating products, physical products and services, and digital products and services, are they treated equally or not? The Government of Canada considers them to be technologically neutral, meaning the same treatment. So if you look at the definition, some people of what cultural industries are in Canada's free trade agreements, some people might say they sound a bit archaic.
they call them in machine-readable form, but it is considered by Government of Canada technologically neutral, and that's why some countries, such as the United States, are trying to push us to go further, and like it's doing with other countries, in trying to have preferential treatments for its digital products. I want to ensure everybody that the negotiating team that's working on NAFTA negotiations, supported by Canadian Heritage, is doing everything in its power to get the best outcome for our country and to preserve cultural policies for many future generations. Thank you. Merci beaucoup, Madame. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Vas-y, Véronique. Thank you very much for your question, but if you are okay with that, I will answer in French for everybody. Alors, c'est très intéressant les deux points que vous soulevez. Effectivement, j'en ai pas fait mention faute de temps, mais oui, lorsque le partenariat transpacifique a été renégocié, le Canada a conclu des lettres d'entente, des side letters, dans lesquelles il est fait référence à la culture, et c'est un pas en avant. Ceci dit, c'est un pas en avant, mais qui n'a pas permis, à mon avis, d'assurer une pleine protection des politiques culturelles canadiennes dans l'environnement numérique, parce que dans les side letters, il y a seulement eu l'élimination, on a éliminé une limitation qui existait aux réserves culturelles des chapitres sur les services et l'investissement. Donc, une limitation qui nous disait justement que les réserves n'étaient pas applicables dans l'environnement numérique. Et les side, vous savez mieux que moi, mais je pense que pour le bénéfice de tous, c'est bien de clarifier que les side letters a essentiellement pour objectif de dire nous revenons sur cette limitation, nous l'éliminons. Et donc, on demeure avec des réserves applicables au chapitre sur le commerce des services, au chapitre sur l'investissement, qui seront donc applicables à l'environnement numérique. Mais les réserves, elles ne valent que pour ces chapitres. Les réserves ne valent pas pour les engagements découlant du chapitre sur le commerce électronique. Et par conséquent, les side letters sont bien un pas en avant, mais elles ne changent pas l'engagement de non-discrimination applicable aux produits numériques qui figure encore à ce jour dans le chapitre sur le commerce électronique. Et on sait qu'il y a une grande incertitude sur l'articulation des différents chapitres des accords de commerce dont on n'a pas eu de litige encore et on ne sait pas exactement comment les chapitres sur le commerce électronique et les autres chapitres, les différents engagements qui en découlent, seront articulés en cas de litige. Donc, je pense qu'on est dans le pire des cas, quand même, en présence d'un engagement de non-discrimination applicable aux produits numériques, et dans le meilleur des cas, dans une situation d'insécurité juridique, parce qu'à mon avis, il y a des choses encore qui ne sont pas très claires. Et concernant l'ALENA, l'exemption culturelle, je suis d'accord avec vous. Je sais que le principe d'interprétation, la position du Canada, le fait qu'on prenne une approche technologiquement neutre, elle pourrait peut-être effectivement nous amener, combinée à l'interprétation évolutive dont je parlais tout à l'heure. C'est quoi l'interprétation évolutive? Ça veut dire interpréter une clause qui peut avoir un certain âge, une clause, un engagement juridique, à la lumière des préoccupations contemporaines. Donc, effectivement, il peut y avoir des résultats intéressants et on pourrait dire l'exemption culturelle canadienne, applicable à l'ensemble des industries culturelles, s'applique aujourd'hui dans l'environnement numérique. C'est une possibilité, mais on ne pourra pas vérifier cette possibilité tant qu'on n'aura pas eu un litige entre deux États, un attaquant les politiques culturelles de l'autre. Donc, je pense qu'on vit encore dans une période d'insécurité juridique et que pour le bienfait de la souveraineté culturelle canadienne, des politiques culturelles canadiennes, il me semble qu'on a besoin de cette certitude qu'on pourra continuer à privilégier les contenus locaux canadiens, les industries culturelles canadiennes qui opèrent dans l'environnement numérique. En droit, il y a toujours ce qui est blanc, ce qui est noir et la zone grise. Et la zone grise, elle est immense. Et est-ce qu'on a envie de vivre avec une zone grise en ce qui concerne l'avenir de nos politiques culturelles? Je pense que c'est une question qu'on doit se poser dans chaque négociation commerciale. Merci beaucoup, Véronique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, j'irai avec, je ne sais plus si... Ah oui, allez. Ah ben oui, allez-y, M. Bernier.
J'ai bien aimé l'exemple de l'entente entre l'Union européenne et le Mexique. C'est fort intéressant, mais je serais curieux de savoir ce que le Mexique a mis dans son entente avec les États-Unis dans l'ALENA à 2, là. Est-ce qu'on a des données là-dessus ou on sait quelque chose? Bien, on a en ce des qui informations. concerne le commerce électronique. Moi, je n'ai pas vu le texte, mais on a eu des informations à l'effet qu'il y avait des engagements visant le commerce électronique et que l'engagement de non-discrimination figurait dans ce qui a été négocié. Je regarde la coalition parce que peut-être vous avez parfois accès à des textes auxquels moi, je n'ai pas accès. C'est ça. Donc, si on se fie uniquement au résultat de la renégociation entre le Mexique et les États-Unis, on a bien l'engagement de non-discrimination figurant dans le chapitre sur le commerce électronique. Autrement dit, on a dans l'accord Union européenne-Mexique ce que l'Union européenne, ou le libellé que l'Union aimerait répéter avec d'autres partenaires, probablement, s'il avait signé un accord plus global. Oui. Et on retrouve dans la négociation États-Unis-Mexique ce que les États-Unis souhaitent. Et le Mexique, dans tout ça, n'est qu'un joueur qui signe les papiers qu'on lui soumet. Ce qui ressemble à d'autres. Alors, j'en arrive finalement à ma question, qui est enfin un commentaire aussi, je vous laisserai. Mais je suis à la fois très heureux de voir ce que j'ai vu dans le rapport. Il y a des éléments qui m'ont inquiété un petit peu. J'écoutais la conférence d'Octavio tout à l'heure, où il disait notamment à propos des plateformes numériques qu'il ne fallait plus voir les États comme des acteurs qui partent du haut pour imposer une façon de faire, mais comme des co-constructeurs. Si on parle du rôle de l'État à l'égard des plateformes numériques de ce point de vue-là, moi, je dirais qu'immédiatement, au niveau commercial, je vois déjà des problèmes, dépendamment de la façon avec laquelle ça pourrait se faire. On va parler d'investissement, on va parler du rôle public à cet égard-là. Il y a déjà des questions que ça va soulever très, très rapidement et des questions qu'on connaît bien dans d'autres secteurs de toute façon. Alors, le problème demeure là. Alors, cette capacité d'avoir un espace public avec une intervention publique qui assure cet espace-là. J'ai lu ton document, Véronique, que j'ai trouvé excellent, mais qui en même temps m'a inquiété sous bien des aspects. Normalement, la Convention aurait dû avoir pour effet, justement, de favoriser cette concertation-là sur les positions à prendre dans ce genre d'exercice-là, qui sont les négociations commerciales. Ça n'a pas été le cas selon ce que j'ai lu. Il y a des efforts parcellaires, mais il n'y a pas de vision globale, assurément, de l'ensemble des parties à la Convention. Et c'est ce que je comprends. Et un des éléments qui m'ont un peu peiné à la suite des négociations qui ont pu avoir lieu, mais dans le cas de l'AECG, je pense qu'il y aurait eu là une occasion extraordinaire d'arriver avec quelque chose de nouveau entre deux partenaires qui étaient les principaux partenaires et initiateurs de cette convention-là, l'Union européenne et le Canada, et on a raté cette occasion-là en ce qui me concerne. J'en arrive à l'article 21, qui, à l'époque où j'étais dans le dossier, on poussait beaucoup à l'époque pour avoir des directives opérationnelles sur l'article 21. Il n'y en a pas eu. Je me suis amusé cette semaine à aller voir les différentes conférences depuis, les décisions qui ont été prises, les documents qui ont été soumis. Je sais qu'il y a eu des conversations, des discussions, des échanges d'informations, mais je ne dirais pas très probants. Je n'ai pas vu d'exercice visant à pousser sur cet article-là pour dire comment on pourrait l'opérationnaliser, comme on a opérationnalisé tous les autres articles de la Convention qui demandaient à l'être. Est-ce que c'est parce qu'il y a des partis qui ne veulent pas s'y engager? C'est possible. Mais je me demande si ce n'est pas ce qu'il faudra faire éventuellement pour arriver à quelque chose et éviter que tous s'en aillent selon les circonstances, selon les enjeux économiques en cours, signer des ententes en laissant des pans de conventions derrière eux. Alors, c'était une question. En fait, qu'en est-il de l'article 21 et est-ce qu'on va éventuellement essayer d'y travailler davantage? Je vous la laisse. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir tout de suite ou ramener le message à l'UNESCO. Écoutez, ou encore, on pourra en parler durant la pause ou je ne sais pas. Ceux qui sont au courant des dessous
Je ne veux certainement pas répondre au nom de l'UNESCO, l'UNESCO étant Non. présente ici, mais ce que je peux dire, donc je laisserai Daniel réagir à le pourquoi pas de directive opérationnelle, mais je veux dire deux choses. La première, c'est que même s'il n'y a pas de directive opérationnelle, moi j'ai été extrêmement heureuse de constater que tout de même, l'article 21 est d'une certaine façon revenu à l'agenda des travaux des organes de la Convention et j'ai été associée à plusieurs aspects de ce travail-là et notamment l'UNESCO a financé des études que j'ai réalisées avec Ivana pour faire des répertoires de clauses culturelles, élaborer une typologie. L'étude a été mise à jour, elle fait l'objet d'une publication maintenant, et là je regrette qu'on ne les ait pas prises parce que c'est une très belle publication qui est accessible aussi en ligne sur le site de l'UNESCO. Et je dirais qu'il y a d'autres étapes qui s'en viennent aussi dans la promotion de ces clauses-là. Et je pense que ce n'est pas la voie des directives opérationnelles, mais c'est une voie qui permet progressivement aux parties de voir les différentes options qui s'offrent à elles dans le contexte d'une négociation commerciale. Et je peux te garantir que la chaire veut continuer dans cette voie-là pour aller plus loin. Peut-être un jour, y aura-t-il des directives, mais ce n'est pas parce qu'il y a des directives qu'on n'est pas en train de progresser. En tout cas, moi, comme chercheur, et ça fait très longtemps que je me préoccupe de ces questions-là, on essaie de procéder autrement pour donner des idées et faire valoir la nécessité, rappeler la nécessité de préserver le pouvoir d'intervention des États dans le contexte de négociations commerciales. Deuxième élément, il y a depuis 2017, juin 2017, des directives opérationnelles applicables dans l'environnement numérique. Et dans ces directives opérationnelles, on traite notamment de la mise en œuvre de l'article 21 et on va quand même assez loin sur la question de la négociation commerciale à un point tel que lorsque les directives ont été présentées, et là, ça faisait longtemps que je pense qu'on n'avait pas vu cela. Les États-Unis étaient dans la salle et sont intervenus pour dire qu'on n'allait pas dans la bonne direction et que c'était pas. Donc, je me suis dit, c'est intéressant. je pense qu'on a atteint un certain objectif parce que ça prouvait que ça dérangeait finalement ce qui était dans les directives. Là, je dis comme si, c'est parce que Octavio et moi avons fait un avant-projet de directive opérationnelle sur le numérique avant qu'elle soit débattue par les États. Et je pense qu'on a bien fait là-dessus, on a bien fait notre travail. Même Google était là, c'est vrai. Des représentants de Google étaient dans la salle. Donc, quand on a ce type de personnes dans une salle à l'UNESCO, lorsqu'un texte est débattu, on se dit on touche à quelque chose de sensible. Et dans le cas qui nous intéresse, c'est peut-être qu'on va dans la bonne direction. Alors, je vais m'en aller plus rassuré ce soir. Alors, merci beaucoup. On va être obligé. Ah oui, allez. Et comment? Parce que si vous voulez... Et quand je parle de l'UNESCO, je ne parle pas de vous personnellement, là, mais sur l'article 21. Non, je sais très bien. Je voudrais juste renforcer et remercier Véronique pour son intervention parce que, bon, c'est sûr, l'UNESCO, c'est pas moi, c'est sûr. Et la question sur l'article 21, c'est pas moi qui décide non plus. Il y a les 146 pays qui décident l'agenda. Nous, on peut présenter des idées, quelles sortes d'idées on peut mettre sur l'agenda. Et comme on a vu que l'article 21, au début, il n'y avait pas grand monde qui voulait traiter ça directement comme article. Ils ont dit on n'a pas besoin de directive opérationnelle sur l'article 21. Après, on a fait beaucoup de directives opérationnelles pendant des années. Et à un moment donné, je crois que tout le monde a eu assez avec des directives opérationnelles aussi. Et ils ont dit on veut d'action, on veut faire quelque chose. Alors, on a commencé de créer des programmes, de travailler aussi avec les pays. On a travaillé avec Véronique, on vient de terminer presque un module de formation sur le commerce et culture, traitement préférentiel dans le cadre aussi de l'article 21. Alors, il y a plein d'activités, aussi les directives opérationnelles qui incluent une clause sur ça. Alors, il y a plein de choses qui touchent la question de l'article 21 et est-ce que c'est nécessaire d'avoir juste un texte sur l'article 21? Bon, peut-être oui, peut-être non, mais la chose qui est importante, c'est qu'il y a de l'action là-dessus. Et je trouve que peut-être c'est encore plus important.
Je sais pas. C'est possible. Moi, je me fiais aussi à vos à ce que vous disiez dans l'introduction en disant qu'il manquait encore dans les enceintes internationales de référence aux biens, à la spécificité des biens et services culturels. Alors, il faut faire de l'éducation et il faut amener une espèce de cohérence d'action entre les acteurs. Mais il appartient aux partis, vous avez raison, ce sont les partis qui décident. Et c'est pour ça que je soulevais peut-être qu'il y en a qui sont moins intéressés que d'autres. Alors voilà. Octavio, oui, moi j'accepte tout, là. Quand on part d'aussi loin, on mérite d'avoir du temps. Non, juste un commentaire par rapport à ce que tu disais, Dave, de la co-construction et le rôle de l'État. C'est vrai qu'a priori, on a l'impression que l'État devient plus faible avec cette stratégie de co-construction. Mais en réalité, c'est par le fait qu'avec les stratégies actuelles, on a l'impression on pourrait penser à plusieurs États tels qu'ils conçoivent les politiques comme un vieux roi qui n'a plus aucune idée de ce qui arrive dans son royaume. Et qu'Amazon, Google, toutes les boîtes font ce qu'elles veulent. Et on lui dit, on le rassure, on dit non, restez tranquille, le roi, vous êtes le roi. Oui, je suis le roi. Mais c'est un chaos total. Parce que, comme disait Lydia, ils ne savent pas ce qui arrive dans leur propre territoire, par la question de que les données sont encryptées en format numérique. Donc, c'est justement pour qu'il récupère son empire, ce roi-là, qu'il doit descendre à la terre et commencer à travailler sur le terrain, plus dynamiquement. Ce n'est pas pour perdre son pouvoir, c'est pour le récupérer. Très bien. Ce qui mettrait fin à ce panel, alors je vous invite à la pause café, peut-être un peu plus rapidement que prévu, de façon à recommencer, j'imagine, dans 15 minutes et demie, 3h30. Très bien. Merci beaucoup. Merci à nos panélistes.